Bonjour, je suis ravie, très honorée de coordonner cette table ronde ici. Je voudrais vous présenter mes collègues qui sont là. Nous avons ici M. Pascal Clerc, professeur de l'Université de Cergy-Pontoise, qui est historien de la géographie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Sa communication a comme titre autour du livre Le Brésil d'Émile Levasseur, les relations savantes entre la France et le Brésil au tournant du XXe siècle. Après, nous avons M. Antoine Hurtin, qui fait son postdoc à l'Université de La Rochelle, qui a eu sa thèse soutenue en 2016 sous le titre de La géographie, ça sert aussi les relations culturelles internationales, les cas des pierres de Fontaine, un géographe français aux Amériques. Monsieur Hurta va parler des pierres de Fontaine, de sa géographie métisse, approche épistémologique et historique d'une circulation de concepts entre la France et le Brésil. Puis nous avons Mesdames Betânia Mariani et Silmara de la Silva, de l'Université fédérale fluminense, qui sont professeurs de linguistique dans le domaine de l'analyse du discours et de l'histoire des idées linguistiques. C'est ça? C'est ça. Et leur travail a comme titre « Idées théoriques en circulation entre la France et le Brésil, l'analyse du discours de M. Péché et Eni Orlandi ». Voilà, alors on va suivre le programme, n'est-ce pas? On commence donc, Sylvia Capanema n'est pas venue, donc on commence par M. Pascal Clerc. Bon, eh bien, bonjour. Je vais démarrer mon chronomètre, même si on a toujours 20 minutes. Comme Oui, quelqu'un n'est pas venu, je me disais qu'on pouvait, non? On a 20 minutes. Ok. Donc je ne perds pas de temps. Donc cette première diapositive, c'est une photographie du pavillon du Brésil à l'exposition universelle de 1889, et comme cela a été dit dans l'exposé précédent sur Santa Anna Neri, ce pavillon aurait dû ne jamais exister, puisque dans un premier temps le gouvernement brésilien avait renoncé à participer à l'exposition de 1889 pour des raisons budgétaires. Et donc, là aussi, je ne vais pas trop répéter de choses, mais le rôle de Santa Anna Neri a été décisif, puisqu'à partir de 1887, en 1887, il va retourner au Brésil pour tenter de convaincre à la fois des institutions et des individus que c'est un mauvais calcul, que c'est un calcul certes d'économie budgétaire, mais vraiment à court terme, et que être présent à l'exposition universelle, ça va dans le sens de ce que souhaite Santa Anna Neri, mais aussi un certain nombre de personnalités, de savants brésiliens et l'empereur lui-même, qui consiste à plaider pour l'intégration plus forte du Brésil dans la sphère, dans l'économie mondiale, dans le capitalisme mondial, et donc la présence à une exposition universelle. Il y a seulement 35 pays à l'exposition universelle de 89, et être présent à l'exposition universelle, c'est un signe fort d'intégration, ou de volonté d'intégration en tout cas, dans cette économie. Et donc, je vais revenir à mon titre, notre projet, puisqu'en réalité le travail que je vais présenter là est un travail
menée par deux chercheurs, une chercheuse et un chercheur. Hein. Donc j'ai collaboré avec Larissa Alves de Lira de l'Université de São Paulo. Notre projet, ça a été autour d'un livre qui a été publié à l'occasion de cette exposition universelle, Le Brésil, hein, d'Émile Levasseur, d'analyser les relations savantes entre le Brésil et la France à la fin du XIXe siècle, donc d'un double point de vue, brésilien et français, et c'était assez intéressant de travailler ensemble de ce point de vue, dans la mesure où on ne voyait pas les mêmes choses dans le livre, hein, on n'a pas eu exactement la même lecture du livre, donc s'intéresser aux circulations savantes entre les deux pays. Mon projet à moi, en tant qu'historien de la géographie, c'était plus de voir quelle était la géographie produite en France à l'occasion de la publication du Brésil. Et le projet de Larissa, qui est aussi historienne de la géographie, c'était plus de s'intéresser à la construction intellectuelle du Brésil à travers cet ouvrage. Alors, l'ouvrage, je vais le présenter rapidement. Vous avez là la couverture, donc Le Brésil par Émile Levasseur, auteur principal, mais toute une série de collaborateurs, hein, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Extrait de la Grande Encyclopédie. La Grande Encyclopédie, c'est en réalité la Grande Encyclopédie inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, qui est un ouvrage qui est publié en 1889 aussi, et vous voyez cette espèce de superposition, hein, de publications qui se ressemblent entre la partie Brésil de la Grande Encyclopédie, le Brésil de Levasseur et le Brésil en 1889 de Santa Ana Neri, donc extrait de la Grande Encyclopédie. Deuxième édition. Alors, deuxième édition, il y a une première édition qui est faite au moment de l'exposition universelle, au début de l'exposition universelle, et elle est très vite épuisée. Alors, je ne connais pas le tirage, hein, mais en tout cas, lorsque l'exposition ferme le 15 octobre 1889, il n'y a plus d'exemplaires disponibles. Et d'ailleurs, la première édition, je n'ai jamais pu mettre la main dessus, je ne connais que la deuxième. Et cette deuxième édition, elle aurait dû être publiée au moment de la fin de l'exposition universelle, ou en tout cas avant la fin de l'année 89, mais le 15 novembre, hein, pour le 15 novembre 89, pour le Brésil, est une date importante, puisque c'est la fin de l'Empire. Donc l'empereur quitte le pouvoir, et comme les auteurs du Brésil, et Levasseur en particulier, avaient l'ambition, je cite, de présenter le Brésil tel qu'il est, la sortie de l'ouvrage va être retardée de quelques semaines pour ajouter un petit texte qui va narrer ces péripéties les plus récentes. Et finalement, l'ouvrage, cette deuxième édition, donc c'est 1889, mais en réalité l'ouvrage ne sort qu'en 1890, hein, en janvier 1890. Donc cet ouvrage sera, à cet ouvrage, sera adjoint ce texte, hein, présentant cette transition vers la République. Je termine avec cette présentation en ajoutant simplement que on remarque que la collaboration, je vais y revenir, de Rio Branco, qui va présenter un album de vues du Brésil, et à nouveau, comme pour l'ouvrage Le Brésil en 1889 de Santa Ana Neri, vous le voyez en bas de la diapo, publié par le syndicat franco-brésilien pour l'exposition universelle de 1889. Et c'est cette seconde édition que nous avons analysée ici. Alors les deux auteurs principaux, Émile Levasseur et le baron de Rio Branco, alors pourquoi je les mets je les cite conjointement? Bien parce qu'en réalité, même si l'ouvrage est signé de Levasseur, Rio Branco a joué un rôle extrêmement important, et notamment pour la seconde édition, revue et corrigée par Rio Branco. Il est l'auteur de nombreux chapitres du livre, et il a en effet relu
toutes les épreuves. Alors je les présente très rapidement tous les deux. Donc Émile Levasseur, 1828-1911, c'est, comme c'est le cas à l'époque de beaucoup, un savant qu'on pourrait qualifier de savant polygraphe, qui est géographe, historien, économiste, agronome, statisticien, démographe. Je pourrais encore allonger la liste, hein, et qui va... alors, je dirais que c'est une polygraphie très justifiée, dans le sens où c'est quelqu'un qui va chercher des réponses à ces questions, où qu'elles soient, dans quelque domaine scientifique que ce soit. C'est-à-dire qu'il va vraiment partir d'un certain nombre de préoccupations, et qui, on va le voir, sont des préoccupations pratiques. Si la réponse est du côté de la statistique, ben, il va aller la chercher du côté de la statistique. Donc il n'y a pas cette idée de polygraphie, elle est vraiment très active chez lui. Intellectuellement, c'est quelqu'un, et là aussi c'est assez classique, qui se rapproche des économistes libéraux et des utopistes socialistes. Alors ça peut paraître un peu bizarre de les rapprocher, mais en réalité ça va très très souvent ensemble dans la France de la fin du XIXe siècle, hein. Beaucoup de Saint-Simoniens sont ou deviennent des capitaines d'industrie dans cette période-là. Et c'est quelqu'un qui pense la connaissance comme un moyen de connaître le monde et d'y agir. Et toute sa carrière va être orientée par cette préoccupation, que ce soit pour la rédaction de programmes scolaires, il va être très actif dans ce domaine-là, mais je n'en parle pas, dans la direction de l'ouvrage sur le Brésil ou de ses autres travaux, ou dans sa participation aux réflexions relatives à la construction du canal de Panama. Et pour cela, il va en quelque sorte, je pourrais dire, inventer un champ de la connaissance qui est la géographie économique. Rio Branco, on en a dit déjà quelques mots tout à l'heure, donc il joue un rôle essentiel dans ce livre. Lui aussi, on peut le considérer comme un polygraphe, hein. Il fait des études de droit, il enseigne l'histoire, il se revendique ou se définit comme géographe à certains moments, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est son action de diplomate, hein, puisqu'il représente le Brésil à Liverpool dans les années 70, hein, à partir de la fin des années 70. Il est très souvent en France, où réside sa famille, à Paris, et il est très connu pour avoir négocié les frontières du Brésil avec d'autres gouvernements, puisqu'on estime que son action a permis au Brésil de gagner à peu près 900 000 km². Alors je sais bien que le Brésil est un grand pays, mais vu de France, 900 000 km², ça fait quand même à peu près un peu plus d'une fois et demie la superficie du territoire français. Alors les collaborateurs de cet ouvrage, je vais aller très vite, mais ni Rio Branco ni Levasseur, c'était des savants polygraphes, certes, mais leurs compétences ne concernaient pas trop les sciences de la nature. Donc, sur ce plan-là, ils se sont adjoints quelques collaborateurs, dont Paul Maury, Henri Gorsex, Édouard Trouessart, etc. Zaborowski, qui lui va plus s'occuper de questions d'ethnologie et d'anthropologie. Donc quelques collaborateurs français, et puis deux hommes de lettres, savants, c'est difficile là aussi de les définir, publicistes, hein, brésiliens, Eduardo Prado, qui était très fréquemment en Europe, hein, et puis Dourem, hein, le vicomte Dourem, qui lui a collaboré à ce projet pour toutes les questions administratives, financières. Alors la question des circulations savantes, alors j'avais prévu un petit développement autour de Santa Anna Neri, mais comme on a eu beaucoup de choses tout à l'heure, je vais vraiment passer très vite, hein, sur le rôle du personnage. Je voulais montrer notamment qu'il était très présent dans la sphère française, hein, puisque le Brésil est publié en France. Il participe aussi à ce travail que l'on a évoqué sur les capitales du monde. Donc
je passe là-dessus, mais ce qui apparaît très, très clairement à travers le projet de l'ouvrage Le Brésil, c'est la circulation des hommes entre France et Brésil, et on pourrait dire d'abord entre Brésil et Europe, et plus précisément à l'intérieur de l'Europe en France, et plus précisément en France à Paris, qui apparaît, et je vais reprendre l'expression de Bruno Latour, comme un véritable centre de calcul, c'est-à-dire un nœud au cœur d'un réseau intellectuel, avec à la fois des éditeurs, des bibliothèques, des lieux de transmission et de production du savoir extrêmement importants. Donc tous ces gens-là, que ce soit Santa Ana Neri, que ce soit Rio Branco, que ce soit Prado, circulent entre le Brésil et la France, mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Les Français circulent extrêmement peu entre la France et le Brésil. Levasseur, par exemple, ne s'est jamais rendu au Brésil. Il a rencontré Rio Branco sur le continent américain, mais aux États-Unis, à l'occasion d'une autre exposition universelle. Le seul, finalement, à ma connaissance, des collaborateurs du Brésil à connaître le Brésil, des collaborateurs français du Brésil à connaître le Brésil, c'est Henri Gorsex, minéralogiste, et qui est un cas un petit peu à part, puisqu'à partir de 1874, il a dirigé l'école des mines d'Ouro Preto. Fervent défenseur de l'empereur, il quitte le Brésil peu après la transition républicaine, et il va encore y retourner à plusieurs reprises, notamment pour participer au développement de l'enseignement agricole brésilien. Et donc c'est surtout une correspondance qui va se développer entre les savants des deux côtés de l'Atlantique. Alors nous avons étudié avec Larissa Lira la correspondance entre Levasseur et Rio Branco, mais j'ai appris hier que la correspondance de Rio Branco était maintenant intégralement accessible en ligne, ce que j'ignorais, donc je vais essayer de creuser cela. Donc la correspondance entre Levasseur et Rio Branco, qui est conservée d'une part à Rio et d'autre part à Paris. Et puis j'ai pu aussi consulter 2 lettres de Levasseur à l'empereur qui sont conservées à Pétropolis. Alors voilà un exemple de ces échanges de lettres qui permettent de faire apparaître une idée qui me paraît extrêmement importante de géographie du renseignement. Ces échanges, cette correspondance mettent en évidence très fortement une géographie du renseignement. Levasseur a besoin de Rio Branco parce qu'il est producteur de cartes, notamment de cartes murales, et il a besoin des informations de Rio Branco. Et Rio Branco va beaucoup solliciter Levasseur pour toutes les questions relatives aux frontières, avec parfois des demandes extrêmement précises qui d'ailleurs, que j'ai parfois du mal à comprendre quand je lis la correspondance, avec des questions relatives, des questions astronomiques en réalité, relatives à des questions de latitude et de longitude qui vont permettre de délimiter les frontières. Bref, des échanges d'informations, et des échanges d'informations qui sont équilibrés. Et ça me paraît aussi là être quelque chose d'essentiel, c'est qu'on n'est pas dans la relation, une relation de domination entre un pays, je mets plein de guillemets, dit développé, et un pays dit sous-développé, même si on n'utilise pas encore cette terminologie. On est dans des échanges d'informations qui vont dans les deux sens et qui intéressent les savants des deux pays. Je me dépêche et je vais peut-être passer sur ce point que je voulais évoquer relativement au pays des Amazones, parce que Levasseur a préfacé la première édition, et peut-être la deuxième d'ailleurs, je ne sais pas, du pays des Amazones, pour en arriver à un autre point, merci, relatif à la présentation de l'ouvrage, quelle mise en forme
du savoir géographique. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est un peu spécifique et qui va intéresser surtout les géographes, mais cet ouvrage se divise en 3 parties, géographie physique, géographie politique et géographie économique, selon un modèle d'exposition du savoir géographique, qui est formalisé par Levasseur en 1872 dans un ouvrage qui s'appelle L'étude et l'enseignement de la géographie. C'est une logique très déterministe, qui va commencer par le physique et se terminer par l'économique. Et Levasseur va utiliser une métaphore pour dire cela. La géographie physique, c'est le théâtre, et la géographie politique économique, c'est l'entrée en scène des acteurs. Mais ce qui est surtout innovant, et ce qui est réellement une invention dans la manière de produire du savoir géographique dans cette période-là, et par l'intermédiaire de Levasseur, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la géographie économique, qui va vraiment poser la question des ressources et de la mise en valeur des ressources. Alors, je vais reprendre très très brièvement les 3 chapitres, mais juste pointer 2 ou 3 idées qui me paraissent importantes. Dans la partie géographie physique, on a un chapitre sur les frontières qui va permettre d'avancer l'idée qu'il existe des frontières naturelles. Et donc, et je ne sais pas si Jean-Yves, qui a travaillé sur cette question, sera d'accord avec moi, mais il me semble qu'une des idées fortes de Rio Branco dans la délimitation des frontières du Brésil, c'est de dire qu'il existe des frontières naturelles au pays, allons les chercher en quelque sorte, en s'appuyant sur les cours d'eau ou le relief, qui serviraient de véritable argument au bornage du pays. Dans cette partie sur la géographie physique, on a aussi un important chapitre sur l'anthropologie, qui est rédigé par Rio Branco et son collaborateur français Zaborowski. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce chapitre-là, c'est que Rio Branco et Zaborowski portent un regard extrêmement positif sur les populations indigènes. Et je voulais l'illustrer par ces représentations de l'art indigène, ce qui est un moyen de dire pour Rio Branco et Zaborowski que les indigènes constituent une véritable civilisation qui met en valeur le territoire. Et pour Rio Branco, c'est un moyen de prouver que le Brésil n'est pas un désert vert, comme on le disait parfois en France à cette époque-là, mais que son territoire peut permettre à des civilisations de se développer. Alors certes, à des civilisations entre guillemets de race blanche, mais aussi à des populations indigènes. Ce qui contraste complètement avec le regard d'un autre collaborateur du bouquin, qui s'appelle Glasson, qui va faire un chapitre final, dans lequel il dit que les indigènes au Brésil sont la meilleure expression qui existe de la sauvagerie. Donc il y a ces deux regards très contrastés. Les chapitres de géographie politique, je regarde le temps qu'il me reste, il ne m'en reste plus, alors je vais pratiquement terminer. Les chapitres de géographie politique mettent en avant le rôle de l'empereur. Alors là, j'aurais bien aimé en parler un peu plus, mais c'est bon, tant pis. L'Empire est vraiment vu, donc il y a une défense de l'Empire, certes, mais l'Empire est vraiment vu comme une force progressiste. Et ça me rappelle finalement ce qu'est une partie de l'Empire de Napoléon III. Mais ce n'est pas du tout l'idée de l'Empire archaïque contre la République moderniste. Au contraire, dans le bouquin, il y a toujours cette idée de l'Empire, d'une vision progressiste de l'Empire. Alors certes, il y a l'esclavage, et certes, l'esclavage doit être aboli, on a le même discours, mais l'abolition de l'esclavage va permettre un des risques, je vais le dire autrement, de l'abolition de l'esclavage, c'est d'entretenir la grande propriété. Et finalement, une des volontés de cet empire vu comme progressiste, c'est non seulement de développer l'économie du Brésil, de mettre le Brésil à peu près au même niveau, entre guillemets, que des pays européens ou occidentaux,
mais aussi de dépasser cette société de grande propriété qui va à l'encontre d'une exploitation rationnelle et, entre guillemets, démocratique du pays. Je vais laisser tomber un certain nombre de choses. J'aurais bien aimé vous présenter ce diagramme. Et je vais conclure. Je vais conclure avec quelques idées. Le Brésil apparaît à travers cette étude comme un pays intermédiaire. Nous avons choisi de le qualifier ainsi, plus proche des puissances occidentales que des régions à exploiter et à coloniser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux yeux des Français et aux yeux de Santa Anna Nery, puisque finalement tous ces gens-là vont dans le même sens, le Brésil, ça n'est pas l'Afrique. C'est une puissance en devenir. Tous ces échanges équilibrés qui se développent dans le cadre de cette géographie du renseignement l'illustrent assez clairement. Et il me semble que le Brésil, et je vais m'arrêter là-dessus, échappe à un genre qui est fondé à la fois sur l'exotisme et la domination, qui va participer plus tard à l'élaboration de la notion de tiers-monde et à l'induration d'une limite qui a été très en vogue encore très récemment dans la géographie française et au-delà de la géographie française, qui est la limite nord-sud. On a une vision, excusez-moi de ce néologisme, désexotisée du Brésil à travers cet ouvrage. Et ma collègue Larissa parle à ce propos très fréquemment de pays semi-périphériques qui disposent à la fois de ressources propices à la colonisation et en partie, et ça c'est ce qui va différencier le pays de l'Afrique ou d'une grande partie de l'Asie, des moyens de mettre en œuvre cette colonisation. Voilà, merci, excusez-moi d'avoir dépassé le temps. Alors, on passe la parole à Monsieur Antoine Hurtin. Bien, merci. Nous allons rester autour de la géographie pour... Vous n'entendez pas ? Pour évoquer les dialogues qui existent entre les relations culturelles internationales et les sciences sociales et considérer un des mots du titre de ce colloque, qui est l'ailleurs, comme un ferment heuristique. Fernand Braudel confiait à Giuliana Gemelli, une de ses biographes, qu'il était devenu intelligent au Brésil. Et ce pays lui offrait, disait-il, un tel spectacle d'histoire et de gentillesse sociale qu'il comprit la vie d'une autre manière. D'autres, dont le rayonnement dans les sciences sociales n'est pas moindre, connurent un même sentiment. On sait pour Lévi-Strauss, Roger Bastide ou Pierre Monbeg, qu'ils n'auraient pas appris ailleurs à vérifier ce qu'ils avaient acquis en France, découvert ailleurs qu'il était si aisé d'enseigner là-bas et dans le monde, ou encore d'apprendre aux autres et d'apprendre pour soi. Pour tous, la parenthèse brésilienne, initiée avec la mission universitaire de São Paulo en 1934, fut riche de conséquences. Le dialogue avec cet ailleurs austral permit de riches renouvellements épistémologiques. Donc l'importance des déplacements universitaires d'un point de vue scientifique offre là un bel exemple de contrepoint à la science enracinée dans un seul champ disciplinaire, une seule école. Et si ce point a été bien démontré dans le cas de figures majeures évoquées précédemment, je me propose ici d'étudier cette question à partir d'un chercheur de moindre renommée, le géographe français Pierre Desfontaines, lui aussi partie prenante de cette aventure. Donc de retour de sa deuxième mission brésilienne, où il fut nommé à l'université du district fédéral de l'université de Rio de Janeiro en 1936, ce géographe publia un texte destiné à la jeunesse où il évoquait toute l'importance des ailleurs. Il décrivait son goût pour l'inconnu en ces termes, je le cite, « Cette large curiosité de départ qui existe si splendidement au début de l'enfance, cette curiosité des ailleurs, des autres choses, cette joie de connaître, qui est une des caractéristiques du jeune après 6 ans, tout cela est souvent, à la sortie de l'école, émoussé, même refoulé, et quelquefois à tout jamais perdu. » Et alors ce court extrait n'est pas anodin,
mais bien plutôt le reflet de ses conceptions plus profondes sur cette notion d'ailleurs. Donc on va voir comment Desfontaines, ayant travaillé à de nombreuses reprises au et sur le Brésil, dut inventer une nouvelle langue pour écrire ces espaces et ces territoires grâce à une approche géographique plaçant les sociétés au centre de son étude, mêlant habilement dans son propos l'anthropologie et l'histoire. Il créa un imaginaire spécifique prenant largement en compte les points de vue des hommes sur leur pays. Les imaginaires des savants, tout autant que ceux des hommes du commun, étant sollicités dans le processus de création. Cette circulation culturelle et ces échanges nombreux forment un autre exemple du glissement des concepts sur le sol meuble du Brésil qu'ont pu évoquer le géographe de l'UFRJ, Paulo Gomes, et l'historien Laurent Vidal sur ces questions à propos de Roger Bastide. Donc, des choix méthodologiques assumés par Desfontaines et de ces relations dialogiques naquirent des circulations idéales, épistémologiquement fécondes, où des représentations géographiques novatrices purent naître et se développer. Claire, une géographie métisse, à part dans le paysage de l'école française de l'époque classique, au sein de laquelle l'ici et l'ailleurs étaient deux composantes importantes du discours de Desfontaines, au croisement de la géographie, de la linguistique, de la littérature et de l'histoire. Les imaginaires géographiques décrits formaient un dialogue constant pour l'analyse duquel les circulations liées à la pensée de Desfontaines s'inscrivaient dans le cadre de relations culturelles internationales et induisant à terme un renouvellement original de sa discipline. L'ailleurs, de fait, est une notion permettant de cerner les étapes de la carrière du géographe et d'évaluer tant ses objets d'étude que son parcours intellectuel et spirituel. Travailler ailleurs, et au Brésil ici en particulier, c'était avant tout pour lui une possibilité de continuer sa carrière qui connaissait des difficultés en France. Mais c'était également la possibilité offerte sur ces nouveaux terrains d'explorer des pistes de recherche qui lui étaient chères. Le déplacement comme pratique et objet d'étude de la géographie qu'il met immédiatement en place lors de ses cours brésiliens. Et enfin, cette période fut l'occasion de créer un ailleurs rêvé, mythique presque, décrit par une géographie que je qualifie de métisse, où le surnaturel et le spirituel tiennent une place centrale. Donc on peut examiner, à partir de ces questions, à quel point le catholicisme et le bergsonisme furent, pour lui, autant des verrous français que des clés brésiliennes. Un premier niveau de lecture de l'ailleurs montre simplement que le désir professionnel de travailler en un autre lieu, de découvrir de nouvelles perspectives scientifiques. En effet, le positionnement académique de Desfontaines ne lui permit pas ou peu de faire carrière en France. Un exemple, lors de l'élection d'un enseignant pour l'université de Poitiers, l'unanimité se fit d'abord contre Desfontaines. Le patron de la Sorbonne, d'alors Emmanuel de Martonne, géographe, contestant ses qualités de professeur et de géographe. Il lui fut reproché ensuite de ne plus avoir servi l'université publique depuis 1924, d'avoir intégré l'enseignement catholique en 1925 et de n'avoir pas fait la guerre, contrairement aux autres candidats. Et l'affaire sembla de suffisante importance pour que les historiens, à leur tour, entrent en liste dans cette nomination pour, je cite, écarter le péril Desfontaines. Donc l'historien Lucien Febvre, le grand historien, écrivait à son collègue Marc Bloch, je le cite, « Bien vu Demangeon, notre géographe, mais dans des conditions assez particulières. On m'a demandé, ceci entre nous, d'intervenir auprès de Demonzy, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui s'est entiché ou qu'on a catéchisé, plus exactement, au sujet de Desfontaines. Il voudrait le nommer à Poitiers. » Et Febvre, fin de citation, et Febvre donc lutta fermement en concertation avec les géographes à Paris, avec lesquels il cultivait une certaine proximité, afin d'empêcher cette nomination de Desfontaines. Qui, autre fait qui allait en sa défaveur, dédia sa thèse à saint François d'Assise. Ce qui, va sans dire, mais ça serait mieux en le disant, ne fut nullement apprécié par un jury habitué à un tout autre code de convenance. Et il était donc alors difficile
pour lui de se maintenir dans une école farouchement laïque. Qu'une difficulté donc à comprendre l'ostracisme dont il a pu faire l'objet. Étant catholique, il fut marginalisé à vie, ce qui fut d'une certaine manière une chance pour lui. Cela lui permit de travailler sur des terrains où il put développer sa pensée. Mais sa religion ne fut pas le seul facteur d'exclusion. Sa relation avec le géographe Jean Brune, son maître à penser, y contribua autant qu'il joua en sa faveur dans son exportation brésilienne. Je cite Desfontaines à ce propos. « On m'a rejeté du cadre français, un peu parce que j'étais de l'école de Brune, et qu'au contraire, parce que je suis de cette école, on m'a largement utilisé à l'étranger, et au Brésil en particulier. Ainsi, poursuivait-il, je compte que cet horizon étranger, auquel je dois tant, m'imposera plus nettement en France. » Donc on va examiner cela de plus près. Jean Brune insistait sur la philosophie comme partie intégrante de son œuvre, et en particulier sur l'influence de Bergson. C'était extrêmement lu dans cette première partie du XXe siècle, en France et à l'étranger. Je cite Jean Brune. « Je poursuis un effort curieusement parallèle au bergsonisme. Son spiritualisme a fait couler beaucoup d'encre, à la suite notamment de son essai sur l'énergie spirituelle. Bergson et moi sommes partis tous deux d'une réaction contre le positivisme brutal, lui 10 ans avant moi, et certes avec une autre puissance et que j'admire. Je suis et reste dans l'ordre des faits terrestres, et je m'élève moins haut. C'est par les études localisées et précises que la géographie doit démontrer sa méthode et sa fin. » Or, on sait que l'influence de Bergson en Amérique latine est d'une grande importance dans ce premier XXe siècle. La spiritualisation d'une discipline scientifique prit une ampleur particulière au Brésil, où Desfontaines put développer les pistes ouvertes par Jean Brune, et en particulier le déplacement et le nomadisme comme objet d'étude et l'excursion comme méthode. Donc, c'est un deuxième aspect de cet ailleurs, puisque pour cela, le géographe opta tant pour cheminer ailleurs que sur les sentiers de la seule géographie, que pour faire mouvement vers l'interdisciplinarité. En 1948, posait la question suivante: les sciences ne progressent-elles pas par leur marge ? Il venait de lancer, avec l'anthropologue français André Leroy-Gourhan, une revue aussi innovante que peu prisée par les chercheurs, c'est peu de le dire, la revue de géographie humaine et d'ethnologie. Ce goût pour la pluridisciplinarité se retrouve dans la géographie qu'il avait mis en place au Brésil quelques années auparavant. Donc voyons comment ce géographe pensait ailleurs que dans sa discipline, selon le mot de Nicole Lapierre, et dans une marginalité progressive, illustrant en cela, c'est l'idée que je développe, une forme de marginalité créatrice, telle que les politologues Mattei Dogan et Robert Parr ont eu l'occasion de la conceptualiser, montrant que la plupart des innovations majeures en sciences sociales traversaient les différentes disciplines et mettant en relief que la migration d'une discipline à l'autre va parfois de pair avec la migration tout court, notamment à travers l'Atlantique. Je les cite sur ce point. Donc pourquoi la migration stimulerait-elle l'hybridation ? Dès ses premiers temps brésiliens, Desfontaines s'intéresse aux populations nomades, et dans le premier numéro de la revue Géographie, qui concourt à fonder en 1935 avec ses collègues de l'université de São Paulo, alors toute fraîche, et l'association des géographes brésiliens qu'il a contribué à fonder avec Caio Prado Jr. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer ces questions. Donc, ils mettent en place cette revue Géographie. Et il publie un petit texte présentant ses ambitions quant à l'excursion, ses méthodes et ses attendus scientifiques. Ce texte était très représentatif de sa pensée. En effet, son programme, ainsi résumé, trouvait encore une fois une origine dans son bréviaire de vulgarisation, le petit guide du voyageur actif, où venait consigner de manière très simple ce qu'est voyager, se promener et faire de la géographie. Donc il y recommandait de déceler l'étonnante variété des paysages et surtout la minutieuse complexité de la mécanique des vies humaines. Et les préceptes qui sont déclinés dans ce vade-mecum géographique eurent une valeur programmatique dans l'ensemble de son œuvre. Donc les méthodes qu'il propose dans les années 30 au Brésil furent celles
qu'il mit en pratique et qu'il conserva par la suite. On peut donc lire dans ce manuel la méthodologie qui devait être en quelque sorte celle des géographes qu'il entendait former au carrefour de l'ethnologie et de l'histoire dans ces missions brésiliennes des années 30. Il accorda donc une grande importance au contact prolongé entre le géographe et les lieux et paysages constituant son objet d'étude, et prit donc fortement contact avec les populations rencontrées. Cette méthodologie fut donc celle qu'il appliqua au Brésil dans ses missions et mit en pratique et enseigna durant l'ensemble de ses séjours américains. Donc la version portugaise de ce fascicule, dans le 8e numéro de Géographia, fut très significative pour le géographe qui chercha à mettre en place ses méthodes de prospection scientifique. Il explora donc et engagea constamment à l'exploration, le nomadisme et l'interdisciplinarité étant à la fois moyen et objet d'étude et de recherche géographique. Enfin, parce que l'ailleurs n'est pas seulement ici sur, je dirais, notre sol rationnel, dans notre géographie naturelle, métissée de disciplines voisines, le caractère fondamentalement spirituel de son œuvre se révèle à la lecture de ses itinéraires. Itinéraires de vie, itinéraires en guise de testament, nous allons le voir, vers une géographie spirituelle et surnaturelle. Comment pensa-t-il ailleurs et posa les fondements d'une géographie surnaturelle au Brésil? Alors, en février 1976, 2 ans avant sa mort, Desfontaines publie un itinéraire, une prière pour le voyageur au sens liturgique du terme, une prière pour le voyageur au début de son voyage, dans laquelle il confiait, je le cite, « Nous n'avons connaissance que de la face naturelle de la Terre, alors qu'il nous en reste à en connaître la face surnaturelle, certainement plus étonnante et à laquelle nous aspirons. » Là, fin de citation. Là, dans la perspective d'une mort prochaine, son ultime voyage, affirmait-il, le conduirait-il vers cette magnifique géographie surnaturelle qu'il attendait et à laquelle il rêvait. Donc on voit bien que là, s'il a toujours été en mouvement et qu'il a déambulé durant toute sa carrière, là c'est son esprit qui part dans d'imaginaires contrés, et l'ailleurs devient ici littéralement l'au-delà, où séjournent les croyants après leur mort. Et donc comment il met en place une géographie qui prend en compte ces aspects-là? L'introduction de la religion et du spirituel dans les sciences sociales est une des marques de Pierre Desfontaines. L'une de ses premières publications concernant la religion arriva très tôt dans sa carrière, en 1934, 2 ans seulement après la soutenance de sa thèse. Son premier article, publié sur la question, sortit dans les Chroniques sociales de France. La même année, il écrivit sur cette même thématique dans la revue catholique d'Alceu Amoroso Lima à Ordem. Desfontaines, déjà en 1933, s'était intéressé de très près à la marque des facteurs spirituels sur l'organisation de l'espace. On peut lire, sous la plume de son épouse, la note suivante, je la cite. « Commencement des cours de Pierre sur la marque géographique des religions. Sujet très neuf et plein de découvertes très intéressantes. Il pense en faire plus tard un livre pour sa collection de géographie humaine. » Fin de citation. Et ce livre, il s'agit de Géographie et religion, et de fait, il sortit plusieurs années après ça, en 1948. Il continua par la suite à défendre ce qui était un de ses livres, peut-être l'un de ses livres majeurs, où il expliquait, entre autres choses, ce que devait être un aboutissement de sa géographie humaine, étudiée du point de vue de la marque des religions sur Terre. Je le cite, « Cette géographie montrera que l'effort poursuivi par l'humanité n'est pas uniquement orienté vers l'exploitation de cette terre dont elle dispose pour en tirer profit. D'autres préoccupations se sont fait jour, si importantes qu'elles se sont inscrites dans le géographique. Cette humanité témoigne qu'elle est à la recherche d'une voie spirituelle guidant sa pensée et son libre arbitre. Une des routes principales qui ont attiré les hommes ne conduit pas à un point déterminé de la Terre. Elle mène, plus ou moins explicitement, vers des au-delà, vers le surnaturel. C'est la route du salut, comme disent certaines religions. Le taoïsme est la religion du Tao, qui signifie proprement voie ou direction. Le bouddhiste suit le noble octuple sentier. Le chrétien entend la parole du Christ proclamant « Je suis la voie ». Et donc, ce sont ces routes que se proposa d'étudier Desfontaines dans une géographie que l'on peut qualifier du salut. Dans l'introduction
et la conclusion de ce livre, il mentionnait le jésuite Pierre Teilhard de Chardin et son concept de noosphère. Cet auteur, longtemps tenu comme suspect par l'Église, était alors bien vu en Amérique du Sud. Cette noosphère signifiait littéralement une couche pensante humaine de la Terre, constituant un règne nouveau, un tout spécifique et organique. Et faisant plus que de le reprendre de manière creuse, Desfontaines s'en inspire et plus de 30 ans après, renvoie très clairement à ces travaux-là sur le phénomène humain de Teilhard de Chardin, quand il intitulait son introduction à la partie géographie humaine dans le volume de géographie générale aux éditions de la Pléiade, il s'y réfère explicitement. Donc ces penseurs-là, Bergson autant que Teilhard, proposaient des systèmes de pensée que Desfontaines a agrégés dans une sorte de curieux éclectisme où il a montré cette ouverture d'esprit vis-à-vis d'influences très diverses, ouverture d'esprit qui put être favorable dans un contexte de relations culturelles, mais bien moins, selon moi, dans une stricte perspective universitaire franco-française. Donc cette insistance sur les analyses entre géographie et religion, sur ce que représente la noosphère, forme l'avers et le revers d'une même médaille. Des considérations aussi éloignées des pratiques classiques de la géographie française ne pouvaient que difficilement trouver des lecteurs bienveillants et ont contribué à l'éloigner davantage d'une chaire universitaire qu'il convoitait. Et ça, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Une lecture plus attentive de ces textes permet de relever une géographie presque cryptique qui représentait une sortie du cadre scientifique classique et qui s'accompagnait de considérations frôlant l'ésotérisme ou tout au moins le mysticisme, où il met notamment en place une vision eschatologique du monde dans laquelle l'homme vient prendre le contrôle de la Terre dans une certaine perspective. Ce sont des thèses qui ont été peu lues et peu commentées. Desfontaines, et c'est ma conclusion, a été pendant longtemps un point aveugle de la recherche et du dialogue France-Brésil. On peut se demander, est-ce que cet ailleurs n'aurait pas été facteur d'oubli ? Lorsqu'on observe cette trajectoire, cette carrière, on constate que il a été longtemps absent. Pour la place qu'il occupe dans l'école française, comme pour le rôle qu'il a pu jouer dans les relations scientifiques et culturelles internationales, sa fonction est bien souvent diminuée, parfois même occultée. Dernier exemple. Dans le chapitre justement intitulé « Géographe et diplomate », l'historien Denis Rolland développe une analyse visant à dresser un tableau fidèle des résidents et voyageurs français en Amérique latine. Rappelant bien que les géographes sont, comme les diplomates, je le cite, les vecteurs essentiels et durables dans la transmission fonctionnelle des connaissances savantes sur un pays ou un ensemble de pays, ils paraissent, a priori, transmettre des visions globales des pays étudiés. Je souscris totalement à cette thèse. Pourtant, Desfontaines est absent du chapitre sur la modernité géographique du même ouvrage. Et ce dernier nous intéresse tout particulièrement, puisqu'il est explicitement fait mention de sa géographie universelle parue chez Larousse en 1960 et donc dirigée par lui, dans une partie traitant de la modernité géographique. Et je me pose la question, comment aborder cet aspect de la diplomatie culturelle française où Pierre Desfontaines a tant œuvré, sans l'évoquer ? Comment présenter cette géographie du Brésil, sur laquelle il a tant travaillé, sans le mentionner ? Cet acteur et son rôle ne sont compréhensibles, à mon avis, qu'en prenant en compte cette absence, qu'en lisant les traces et les signes de son passage. Une carrière nomade l'a éloigné des chaires de l'université française, faisant en quelque sorte de lui une sorte de hors-la-loi universitaire. On pourrait dire peut-être un géographe hors les murs, en ce qui le concerne, où il était toujours en quête d'ailleurs lointain. Donc l'absence de toute mention à la carrière de Desfontaines dans certains ouvrages, à mon avis, est caractéristique. Pour lire la réception de son œuvre, il faut le faire en filigrane. Au plus près de ces questions, je peux citer un passage de Pascal Horry sur ces questions.
concernant la prise en compte du rôle médiateur des agents et des institutions spécialisées dans le champ de la culture, l'historien est invité à poser la question de la réception, qui demeure souvent le point aveugle de la recherche. Voilà ce que je crois, ce que j'ai essayé de faire dans cette intervention. Voilà, je vous remercie. Bon, merci. On passe la parole maintenant à Betânia Mariani et Silmara Della Silva. Liga isso, hein? Merci Betty. Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons, moi et Silmara, nous voulons féliciter les organisateurs du colloque, en spécial Eden et Janive, et remercier le chaleureux accueil. On est très content d'être ici. Merci, Eden. Alors, on change, on va parler des idées théoriques en circulation entre la France et le Brésil, l'analyse du discours de Michel Pechet et de Henny Orlandi. Dans le domaine de sciences du langage, l'expression analyse du discours n'a pas de sens transparent et n'est pas une évidence en soi. Cette expression prendra sa signification suivant son inscription dans une certaine configuration discursive qui, en relation avec les autres, matérialisera différentes manières de concevoir une science en fonction de la doctrine épistémologique en jeu. Ainsi, l'expression analyse du discours, tout comme les autres mots et expressions employés pour dénommer des domaines du savoir, prend ses sens par rapport à la conjoncture dans laquelle elle s'inscrit en relation avec son historicité. Dans cette étude, notre objectif est de revisiter un parcours de constitution de l'analyse du discours comme discipline d'interprétation dans son fonctionnement dans les domaines des études du langage. L'accent de la discussion sera mis sur la place de la théorie du discours dans laquelle s'imbriquent la pensée française et la pensée brésilienne. L'analyse du discours se développe en France avec les travaux du philosophe Michel Pechet entre 1966 et 1982 en tant que chercheur au CNRS à la tête d'une équipe multidisciplinaire. Et les travaux de Pechet dans sa reterritorialisation au Brésil avec d'autres extensions théoriques et analytiques à partir de recherches de Henny Orlandi, qui gagne du terrain depuis la fin des années 60, initialement à l'Université de São Paulo et après à l'Institut des études du langage à l'Université de Campinas, et se consolide ensuite avec divers chercheurs actifs dans de nombreuses institutions d'enseignement et de recherche au Brésil. À cet effet, nous nous situons dans le cadre de l'histoire des idées linguistiques d'après Auroux, Sylvain Auroux, c'est-à-dire histoire de savoir qui s'articule sur les langues. Ces savoirs sur le langage et sur les langues produisent une connaissance toujours marquée épistémologiquement par l'élaboration de modèles, concepts et théorisations. Alors, en France, au milieu des années 60, l'expression analyse du discours commence à circuler et à trouver sa place dans la pensée française. Dans un ouvrage consacré à un panorama des différentes courantes de théorie linguistique, Pavot et Safarty, dans un chapitre consacré à ce qu'ils nomment le linguistique discursive, indiquent que l'analyse du discours comme étant un terrain institutionnel que, selon leurs termes, je cite, se forme dans un contexte marxiste selon une version althusserrienne. Fin de citation. Par ailleurs, la pluralité de réflexions proposées dans d'autres groupes, dans leurs différents modes de concevoir le discours et ses analyses, indique l'opacité de l'expression analyse du discours, comme nous l'avons dit au départ. On parle de discours, mais de quel discours parle-t-on? En parlant de la relecture de l'œuvre de Pechet déjà au XXIe siècle, Maldidier observe la manière selon laquelle Pechet se tourne.
simultanément vers la formulation d'une théorie du discours et la proposition d'une pratique de l'analyse discursive, constituant ainsi je cite, un double projet de la pensée théorique et du dispositif de l'analyse du discours qui en est son instrument. Fin de citation. La trajectoire bibliographique de Péchet indique en fait la réflexion théorique et la proposition de procédés d'analyse en tant que de pratiques scientifiques, des aspects qui ne pourraient être à leur tour dissociés d'une pratique politique. Les bases de l'analyse du discours matérialiste, dans leur fonctionnement théorico-méthodologique, sont progressivement posées et formulées par Péchet dans un processus de textualisation, formulation et révision. Comme l'affirme Denise Maldidier, je cite, « Le projet de Michel Péchet est né dans la conjoncture des années 60 sous les signes de l'articulation entre la linguistique, le matérialisme historique et la psychanalyse. Progressivement, il a mûri, expliqué, rectifié. » Fin de citation. Au cours d'un processus qui s'interrompt en France en 1083, au moment où il trouvait d'autres conditions de circulation au Brésil. La proposition d'une analyse discursive est formulée par Péchet en 1969 dans ce qu'on considère habituellement son texte inaugural, l'analyse automatique du discours. Ce sont en effet les conjonctures intellectuelles et politiques de l'époque qui favorisent le questionnement des pratiques de lecture et des mécanismes d'interprétation en vigueur, auxquels s'ajoute le désir d'intervention dans les politiques au moyen de l'étude du langage, de l'histoire, des sujets et des sens. Dans ses premiers travaux, Péchet critique les méthodes de lecture des textes en vigueur, surtout les analyses des contenus, en tenant compte de la manière dont elles étaient pratiquées par les sciences sociales. Il révisite les notions chères aux linguistes de l'époque et propose le discours comme objet théorique, c'est-à-dire, je cite, effet de sens, entre place déterminée dans les structures d'une formation sociale. La force théorique de la notion d'effet de sens se trouve dans la compréhension que les sens ne sont pas des produits stables, assignés dans des dictionnaires ou dans les intentions des interlocuteurs. Au contraire, les sens se produisent dans leur relation avec d'autres sens, avec celui qui prend la parole, avec les conditions historiques dans lesquelles ils sont dits, répétés, incompris, transformés, etc. Cette perspective théorique permet à l'analyse de se tourner vers l'opacité du texte, son incomplétude, et l'amène à organiser dans son geste d'analyse un dispositif qui permette d'appréhender et de comprendre dans la matérialité langagière des processus de production des sens, les répétitions et aussi les contradictions, les défaillances, les équivoques. Dans ces processus de reformulation et perfectionnement de la portée théorique de l'analyse du discours, au cours des années 70 et début des 80, Péchet va se consacrer à penser la relation entre idéologie et langage dans la constitution des sujets et des sens, en articulant le matérialisme historique, la linguistique et la théorie du discours. Dans la constitution de ce cadre épistémologique, l'auteur montre comme ces trois régions sont, selon ses propres mots, je cite, d'une certaine manière traversées et articulées par une théorie de la subjectivité de nature psychanalytique. Fin de citation. Maldidier, alors, synthétise sa théorisation selon les points suivants. Je cite, « Le sujet n'est pas la source du sens, le sens se forme dans l'histoire par le travail de la mémoire, l'incessante reprise du déjà dit. Le sens peut être cerné, il échappe toujours. » Fin de citation. Maldidier remarque aussi l'importance de sa pensée sur la scène française,
en affirmant que, et je cite, « Grâce à Michel Pechet, le discours sur le terrain français ne se confond pas avec son évidence empirique. Il représente une forme de résistance intellectuelle à la tentation pragmatique. » Ce sont ainsi des conditions de production spécifiques qui permettent à cette prise de position de s'affirmer et d'ouvrir de nouvelles voies au Brésil, notamment à partir du début des années 80. Ça veut dire penser le politique dans le langage se démarque comme un geste de résistance à l'interdiction de penser, une pratique courante découlant de la conjoncture de la dictature civile et militaire vécue dans le pays depuis 1964. Au cours de presque 5 décennies de circulation au Brésil, l'analyse du discours fondée sur l'ossature théorique proposée par Pechet et Orlandi s'est consolidée et a acquis ses propres contours, en écrivant une autre histoire et permettant d'autres relations de circulation comme nous allons montrer ensuite. Au Brésil alors, l'ensemble de l'œuvre d'Orlandi est fondé sur Pechet, mais on peut penser que tous deux se rejoignent dans la subtilité et la singularité avec laquelle ils occupent leur place théorique dans la production intellectuelle et dans la recherche universitaire. Les conditions historiques de l'œuvre de Orlandi sont liées intrinsèquement, quant à elles, à la résistance théorique et politique. Résistance politique et théorique face à une incompréhension initiale que ces analyses suscitaient dans le milieu linguistique plus formaliste. Quand on pratique l'analyse du discours au Brésil, il ne s'agit pas simplement d'un usage conceptuel, de la simple transposition d'une théorie, ce que serait une position applicationniste, mais de faire travailler et avancer cette théorie à chaque geste de l'analyse des faits de langage. Orlandi a toujours affirmé que, je cite, « Lire, c'est savoir que le sens peut être un autre ». La transmission de l'analyse du discours au Brésil a été marquée par l'énonciation d'Orlandi. La filiation d'Orlandi à Pechet doit être comprise par le mouvement théorique et politique et à la fois politique et théorique. Le politique est compris de façon discursive comme le processus ininterrompu de division des sens, une forme de fonctionnement des processus de production de sens dans n'importe quel discours. C'est de cette manière que les travaux d'Orlandi sont affiliés à ceux de Pechet. En d'autres termes, la proposition du discours en tant qu'objet théorique, comme on l'a déjà mentionné, provoque un déplacement et un virage linguistique. Pour pratiquer l'analyse du discours, il faut être dans les études du langage et en même temps sortir de ce champ en direction de la construction d'articulation avec le matérialisme et la psychanalyse, déjà ciblés dans la proposition initiale du cadre théorique e epistemológico. N. Orlandi publie A Linguagem e o seu Funcionamento, as formas do discurso, Le langage et son fonctionnement, les formes du discours, en 1983. C'est son premier livre, qui montre l'analyse du fonctionnement du langage dans une relation constitutive avec les conditions socio-historiques de production. Dans le texte de présentation du livre, l'auteur souligne qu'avoir le discours pour objet veut dire y inclure des discussions sur des aspects multiples et indéterminés du langage, en ce qui concerne les processus de production des sens, qui gagnent en consistance quand ils sont liés à l'historicité. Et je cite, l'incomplétude, la division, le politique, l'inconscient, l'idéologie, les différences sont une constante pour ceux qui apprennent l'analyse du discours. Fin de citation. Faire l'analyse du discours, alors, c'est travailler dans le langage avec le fragmentaire, l'indistinct et le polysémique, toujours en tension avec les répétitions et les paraphrases. Orlandi se propose de travailler sur la tension
entre ce qui change et ce qui reste dans l'historicité constitutive qui fait tension sur les mêmes et sur les différents dans les processus de production des sens. Dans ce travail d'analyse discursive des processus de production des sens et des effets entre interlocuteurs, Pécheux et Orland abordent la matérialité langagière dans laquelle s'inscrivent l'arrêt de certitude, la critique des évidences, la déconstruction des vérités, l'écoute du silence et les politiques pour faire taire. La compréhension théorique de ces effets permet une compréhension analytique du fonctionnement idéologique dans la régulation, la constitution et l'institutionnalisation des sens et des sujets. La production des sens est toujours en mouvement. En analyse du discours, c'est que le sens peut être autre, car il se trouve dans la relation entre les tensions et les conflits sociaux et historiques, c'est-à-dire entre l'injonction idéologique à interpréter d'une certaine manière et les résistances à cette injonction. Sur ces mouvements des sens dans le domaine des tensions théoriques, Orland nous dit, lorsqu'elle a écrit Uma questão de coragem, a coragem da questão, une question de courage, le courage de la question, dans une note de l'édition brésilienne de la traduction du livre de Péché, Les vérités de la palisse. Alors, je cite Orland. J'ai appris avec lui, avec Péché, une manière de penser le langage qui m'a permis de comprendre que la réflexion n'est jamais froide. C'est un lieu d'émotion, de débat, d'oppression, mais aussi de résistance. Fin de citation. Au moins 2 points de l'analyse du discours dans son développement au Brésil doivent être encore soulignés dans cette perspective où s'entrecroisent les travaux de Péché et d'Orland, surtout quand l'accent est mis sur la circulation des idées théoriques. Ceci parce que ces points représentent un retour des idées discursives développées au Brésil sur le sol français. La première, c'est la réflexion sur les silences et les façons d'imposer les silences, la censure. Et l'autre, le développement d'un ensemble de connaissances sur la langue et ses politiques au Brésil dans le cadre de l'histoire des idées linguistiques. Alors, le premier point concerne l'analyse des sens du silence, qui conduit l'auteur, Orland, à formuler la notion de silence fondateur et de silenciement en 1992. Je cite, « Le silence est dans le mot », nous dit Orland, ce qui n'est pas un complément du langage. Sa matérialité symbolique se présente comme une respiration, le souffle de la signification. Cette réflexion d'Orland est formulée dans le livre Les formes du silence qui a reçu le prix Jabuti en 1992, l'un des prix les plus prestigieux décernés aux publications brésiliennes. L'œuvre a été traduite en français et lorsqu'elle a été mise en circulation en France, elle a été chorégraphiée par Georges Appé de la compagnie de danse La Luzeuse à Paris. Le deuxième point de l'analyse du discours au Brésil, qui a été l'ensemble des études produites par une grande équipe de chercheurs sur l'histoire des idées linguistiques, les savoirs linguistiques et la politique des langues au Brésil. Ce projet, initialement lié à Sylvain Auroux avec un accord Cap-Escoffier-Cube 1994, a pris forme et intégrant le regard discursif dans l'analyse de la constitution de la langue nationale du Brésil. Le numéro 130 de la revue Langage, entièrement consacré à la langue du Brésil et uniquement à des auteurs brésiliens, a été, je pense, l'apogée des résultats de ce projet qui continue jusqu'à nos jours. Alors, pour conclure, comme nous l'avons souligné plus haut, la présence de l'analyse du discours au Brésil a constitué un véritable événement théorique et a entraîné une rupture dans les études linguistiques qui se faisaient à l'époque. La proposition de Péché de théoriser les effets des sens comme résultat de l'inscription de la langue dans l'histoire
met en scène, comme affirme Orlandi, la confrontation du symbolique et du politique par la notion de matérialité discursive. Dans ce contexte, comme le rappelle Ferreira, une prof de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, l'analyse du discours au Brésil a changé avec la diversité des gammes de matériaux qui sont l'objet d'intérêt des analystes brésiliens du discours. On travaille alors, cite Ferreira, du champ verbal au non-verbal, avec la photographie, la peinture, la performance, en passant par des questions sociales comme immigration, mouvement des paysans sans terre, grève, et par différents types de discours comme religieux, juridiques, scientifiques, urbains, de la presse, du témoignage numérique et du quotidien. En conséquence de ces différents gestes d'analyse nécessaires au traitement analytique des divers corpora, la construction du propre dispositif théorique de l'analyse du discours s'élabore et se rétroréalise au Brésil. C'est justement à cause des contributions théoriques à penser le discours en général et le discours sur la langue en particulier que l'interlocution France-Brésil, issue de l'héritage de Michel Péchet, trouve un écho et se transforme aussi en une interlocution Brésil-France, comme nous l'avons souligné. L'édition française du livre Formes du silence, les formes du silence dans les mouvements du sens, aux éditions des Centres, a été emblématique dans la présentation de la manière dont les idées linguistiques circulent et se transmettent. Francine Mazière, dans l'avant-propos de ce livre-là en France, le reconnaît et affirme, je cite, « Ce livre paraîtra très familier à certains endroits et fort étrange à d'autres, et il n'est pas évident que nos habitudes de pensée nous en ouvrent facilement les portes. Il est une sorte de défi venu d'un pays qui a su s'approprier et transformer nos manières de penser et de dire. » Fin de citation. Comme nous rappelle Gadet, l'extension disciplinaire d'un champ est loin d'être identique dans toutes les traditions. En ce qui concerne l'analyse du discours dans son histoire de circulation en France et au Brésil, cette extension disciplinaire est faite de reprises et de ressignifications dans des différentes conjonctures socio-historiques. Car, comme l'affirme très justement Orlandi, quand on discute de l'analyse du discours dans ces différentes traditions intellectuelles, je cite pour finir, la science de la langue, ainsi considérée, n'est pas séparée du territoire où elle est produite. L'analyse du discours non plus. C'est ça, merci. Bon, alors, s'il y a des questions. Bonjour, j'ai une question donc, pour Pascal Clerc et aussi un peu pour Sébastien. En fait, concerne la réception de ces œuvres dont vous nous avez parlé en France. Parce que vous m'avez dit tous les deux que le Brésil, autant Santana Neri comme Levasseur, ils étaient des défenseurs de la monarchie et beaucoup, ils comparaient un peu Pedro II avec Napoléon III. Mais comment était la réception donc, de ces ouvrages dans le moment où la République s'affirmait en France? Est-ce que ça ne ressemblait un peu il voulait un discours moderne, mais ça pourrait paraître un peu rétrograde dans le sens que la France, c'était la République qui s'imposait. Voilà. Donc c'était un peu sur ça. Bon, je veux bien commencer. Alors, sur la réception en France, bon, j'ai peu d'informations. La seule chose que je peux dire, c'est que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la première édition du livre est très rapidement épuisée. Ce qui me semble important aussi, c'est l'importance d'un personnage comme Émile Levasseur dans la sphère intellectuelle française de la fin du XIXe siècle, même si, alors je n'ai pas trop eu le temps de le développer tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va passer
à côté de l'institutionnalisation des savoirs, et notamment de l'institutionnalisation de la géographie. Il y a une nécrologie en 1911, lors de sa mort. C'est Paul Vidal de Lablache qui écrit sa nécrologie dans les Annales de géographie. Et c'est une nécrologie qui sort un tout petit peu du genre habituel, hein, des nécrologies, au sens où Vidal de Lablache, donc le père de la géographie classique française, dit Levasseur, c'était quelqu'un de très bien, qui a beaucoup travaillé en statistique, en économie, etc. Mais c'était pas un géographe. Hein, donc c'est quelque chose, c'est un peu assassin, et un homme d'un autre temps, quoi, en quelque sorte. Donc, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est un savant qui a une grande importance dans la sphère intellectuelle française. Donc on peut penser que le livre est essentiel pour cela. Alors pour ce qui concerne la question de l'Empire, il y a beaucoup de développement dans l'ouvrage, et c'est vrai que moi qui suis moins familier de l'histoire politique du Brésil que ne l'est ma collègue Larissa, j'ai mis un peu plus de temps à comprendre, mais il y a tout un développement au sein de l'ouvrage pour expliquer que la modernité, c'est l'Empire et pas une éventuelle république qui remettrait au centre du jeu les oligarchies latifundiaires. Donc c'est assez complexe. D'abord, c'est assez complexe pour moi, c'était un peu difficile à comprendre, parce que la modernité vue de France, ça serait la République. Et là, il y a tout un discours, et notamment sous la plume de Levasseur et sous la plume de Rio Branco, pour expliquer en quoi la modernité est du côté de l'Empire. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être compris en France. Cela étant dit, l'empereur termine sa vie en France, donc il y a une forme, pour lui j'imagine, une forme de lieu d'accueil possible de sa pensée moderniste, mais qui colle très bien avec la pensée moderniste des économistes libéraux français de la période, et aussi bien dans ce que disait Sébastien à propos de Santa Anna Neri que ce que j'ai pu lire dans le livre de Levasseur, ou ce que je connais de l'économie libérale, des utopistes socialistes, de ce dernier tiers du 19e, il y a vraiment une très forte convergence d'idées. Alors, ce qui peut poser question en France, c'est le fait qu'on soit dans un empire, quoi. C'est la question impériale. Mais il y a tout un travail d'explication qui est fait et qui est compliqué à cause de la forme impériale, à cause de la question de l'esclavage, à cause de la guerre du Paraguay. Ces trois questions-là sont très importantes, et quelqu'un qui a aussi collaboré avec les Brésiliens, comme Élisée Reclus, et qui a notamment collaboré avec Rio Branco, puisque Rio Branco a fait une traduction du volume consacré au Brésil de la géographie universelle d'Élisée Reclus. Quelqu'un donc comme Élisée Reclus a d'abord rejeté très violemment le Brésil comme un pays impérialiste, esclavagiste, qui s'attaquait à un petit pays d'Amérique latine, avant de reconsidérer sa position. Et je ne pense pas que ce soit le passage à la République qui lui ait permis de reconsidérer sa position, mais une meilleure compréhension de ce qu'était le Brésil impérial. Et c'est vrai que c'était sans doute une difficulté pour les élites françaises de comprendre cela. Bon, voilà, je m'arrête là. Juste parce que très rapidement, je ne vais pas prendre la parole qui ne me revient pas. Juste, effectivement, moi je m'interroge effectivement sur la réception de Santa Anna Neri au Brésil, et je la connais mal, donc je ne peux pas répondre clairement. L'impression que j'ai, c'est ce que j'ai laissé entendre, c'est qu'à sa mort, l'IAGB lui rend hommage puisqu'il était membre correspondant. Mais c'est un peu du service minimum, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que j'ai regardé dans le journal du commerce, ce que j'ai trouvé, il y a très peu d'écho en fait à sa mort, et
Et ce que j'ai trouvé, c'est les échos donnés par le feuilletoniste qui lui succède à Paris, qui était un Portugais, je crois, un certain Séguier, et qui ne l'aimait pas du tout. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose, 3-4 lignes. Oui, alors... Mais c'est la même chose oui. avec Dom Pedro II. Personne plantait sa mort au Brésil. Mais du côté brésilien, il faut bien comprendre que c'était pas un problème, ça. Hein, c'était pas du tout un problème parce que d'abord, il y avait quand même ce cliché historiographique, enfin cette idée forte défendue par l'IAGB depuis la Fondation, qui consiste à dire l'Empire nous a sauvés de l'anarchie que connaissent les républiques latino-américaines, de ces guerres civiles permanentes. Bon, c'est un cliché qui pourrait être largement discuté, mais qui était très très fort au 19e. Et c'est ce discours-là qui est porté en France. Et c'est pour ça que Dom Pedro II peut aller à Philadelphie pour l'exposition universelle, ça ne pose aucun problème, parce qu'il tolère les républiques du moment qu'on tolère son empire, j'ai envie de dire. Il y a une forme d'acceptation de la spécificité brésilienne, mais qui est une spécificité positive, qui garantit l'unité de cet immense pays centralisé, certes esclavagiste, mais plus pour longtemps. Il y a tout ce discours-là. Et dans ce discours-là, Neri s'inscrit tout à fait, avec son discours progressiste, comme tu l'as bien dit. On retrouve chez Levasseur cette idée que le Brésil, effectivement, est un pays qui se veut moderne, qui n'est pas du tout exotique. Il y a vraiment l'idée effectivement, de ne pas vendre un pays exotique, mais plutôt un pays de la civilisation à l'européenne, mais au tropique. Voilà. Si je peux ajouter encore une toute petite chose, il y a la question de la centralisation qui est importante et qui parle en France. Beaucoup plus que le fédéralisme ensuite. Et il y a tout un développement sur le danger du fédéralisme dans l'ouvrage Le Brésil de Levasseur. Oui, c'était aussi pour Pascal Clerc. Je crois que dans les relations savantes France-Brésil, il y a peut-être une densité un peu plus forte que ce qui transparaît dans le livre de Levasseur, en ce sens que, et peut-être c'est lié à l'image, une certaine forme d'image progressiste de l'empire de Pedro II, qui est la question de la construction d'écoles d'ingénieurs au Brésil. Donc il y a celle de Gorsex à l'école des mines d'Ouro Preto, mais il y a aussi la reconstruction, la refondation de l'école polytechnique de Rio de Janeiro, avec un certain nombre, une bonne demi-douzaine de scientifiques, polytechniciens français qui viennent y travailler, en particulier quelqu'un qui s'appelle Ernest Guignet, quelqu'un qui s'appelle Grand Masson, qui lui restera au Brésil jusqu'à la fin de sa vie. Et puis un physiologiste qui s'appelle Louis Couty, qui a eu une énorme influence, disons, sur la génération suivante, et qui est fortement intervenu au Brésil contre l'esclavage, sur d'autres sujets. Enfin, il était très engagé politiquement. Et puis, il y a un troisième lieu, qui est l'observatoire qui s'appelait National après la chute de l'Empire, avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Liais, qui est arrivé dès les années 50, 1850 au Brésil, qui a fait des explorations pour le compte de l'empereur et qui ensuite a constitué disons, l'Observatoire national. Et à chaque fois, je vais dire, c'est comme Gorsex à l'école des mines d'Ouro Preto, il n'était pas seul. Il y avait une demi-douzaine d'ingénieurs de français qui travaillaient avec lui. Donc quelque part, il y a quand même des échanges qui ont été un peu plus importants. Alors c'est tourné, y compris ce que ça peut référer comme vision du développement du Brésil, en faisant appel à une certaine modernité, les écoles d'ingénieurs. C'est pas seulement brésilien, il y a des gens au CNAM qui ont travaillé sur le même genre de phénomène en Russie, en Égypte, à l'époque, dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Je crois qu'il y a une certaine densité qui peut-être transparaît pas trop dans les livres, mais qui est quand même, à mon avis, suffisamment forte. Oui, merci pour ces informations complémentaires. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais en tout cas, c'est simplement à travers l'analyse d'un ouvrage, finalement, cette densité, on peut déjà la ressentir, et j'ignore complètement tout ce que vous évoquez là, et qui va encore dans le sens d'un renforcement de cette fameuse densité.
Bon, alors, ça y est? Merci beaucoup. Hein. Et je vous félicite, c'était très bien.